Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Live Stories où nous allons parler de créativité et d'impertinence. Un événement, ça commence par un brief qui va poser les objectifs, le cadre, le format. Et ce brief, il est créé et écrit par une entreprise. Sauf que cette entreprise, elle n'est peut-être pas experte en événementiel et surtout, elle est peut-être tellement impliquée dans son quotidien qu'elle ne va pas forcément pouvoir faire le pas de côté qui est nécessaire pour penser un peu out of the box. Et si le format qui était proposé pour cet événement n'était pas forcément le plus pertinent, et s'il fallait au final casser le brief pour arriver à imaginer le bon événement qui répond à ses objectifs, c'est ce genre d'impertinence que fait régulièrement l'agence Black Lemon, et je suis ravie aujourd'hui d'accueillir sa directrice générale. Bonjour Marine Lefort. Salut Agathe. Alors je suis ravie de t'accueillir aujourd'hui, parce que j'ai envie que tu nous révèles un peu tes secrets de créativité. Alors à l'agence, vous êtes connus pour des projets très créatifs. On vous appelle parfois les buzzman de l'événementiel, donc c'est plutôt un compliment. C'est cool. Et donc, j'aimerais d'abord que tu nous racontes un peu d'où tu viens, parce qu'à la base, ton idée de métier, c'était pas forcément l'événementiel. Que toi, c'était créatif quand même. Je voulais être psychocriminologue. C'est pas mal, non? Ah oui, effectivement. Donc clairement, même si les bancs de la Sorbonne étaient assez confort, je me suis vite rendu compte que c'était pas fait pour moi et que j'allais passer plus de temps seule dans mon bureau, la tête dans mes bouquins, qu'à voir du monde. Donc très vite, la com est apparue comme une évidence. Donc j'ai commencé des études de com et de pub. Et encore une fois, par hasard, je suis tombée dans l'événementiel qui n'était pas du tout mon projet initial, alors le deuxième du coup. Et là, j'ai eu l'opportunité de faire un stage au Public System, qui est du coup aujourd'hui Hopscotch. Et là, je suis tombée dedans grave. Voilà. Tu es tombée dans la marmite. Exactement. Et après, c'est difficile d'en sortir. Elle y est toujours. Donc, Hopscotch, première expérience en agence. Première expérience en agence, donc Hopscotch, qui a duré du coup 4 ans et demi. Et au bout de 4 ans et demi, je suis partie faire un petit break voyage. Et en rentrant, j'ai redémarré un peu des missions free avec eux. Et en fait, j'avais envie d'autre chose. J'avais envie d'une plus petite structure à taille humaine. Et c'est là où j'ai croisé le chemin d'Axel Bonichon, le fondateur de l'agence Black Lemon. Et donc, c'était il y a 10 ans. Et d'accord. Ça fait 10 ans que j'y suis. OK. Donc, à la fois, ça dit, elle n'a pas bougé. Mais en fait, il y a eu tellement d'incarnations d'agences depuis 10 ans que j'ai l'impression d'avoir finalement changé pas mal de maisons, même si finalement, je suis toujours avec la même personne depuis le départ. Donc, tu es rentrée par la petite porte, chef de projet? Je suis rentrée chef de projet, plutôt plus, parce que j'avais déjà 50 bouteilles. Donc voilà, on était 3 à l'époque. Il y avait une autre chef de projet qui était là. Et puis, en fait, on a fait grandir l'agence au fur et à mesure. On est arrivé jusqu'à 40. Donc c'était avant le Covid. Le Covid est passé par là. Et aujourd'hui, on est une petite vingtaine. Et du coup, j'ai récupéré la direction générale il y a 5 ans. D'accord. Donc Black Lemon, vous avez un positionnement un peu différent par rapport à d'autres agences. Comment tu pourrais nous pitcher ce que vous êtes, en fait? C'est hyper dur comme question. Écoute, alors on a 15 ans. On a l'impression d'être toujours la nouvelle petite agence. C'est un peu ces gens qui ne veulent pas vieillir. Non, je pense qu'on est un peu l'impertinente. On vient se frotter un peu aux plus anciens, principalement dans le secteur du luxe. Je pense qu'on est une agence au service de l'idée. On est initialement des pure player events. Et puis, comme pas mal de nos confrères, le champ des possibles s'est élargi. Et aujourd'hui, on est dans une réponse assez stratégique qui, du coup, opérationnellement, va être plus globale avec, tu vois, beaucoup de production de contenu, donc des shootings, des tournages, des campagnes digitales, d'influence. Maintenant, voilà, quel que soit le format, ce qui est sûr, c'est que Inside, c'est créer l'événement. D'accord. C'est quoi les 4 valeurs? Parce qu'on en a parlé un petit peu quand on a travaillé. Donc la première, c'est les citrons, mais il y en a d'autres. Alors, je peux parler du citron, donc, qui est le plus facile. Le citron, c'est les personnes qui travaillent à l'agence. Donc le citron, il est sympathique en toutes circonstances. Et dans nos métiers, c'est pas rien. Il est festif, il est un peu fou. La passion, je pense que c'est la clé dans nos métiers. Je crois qu'une étude Forbes à l'époque disait qu'on est le 5e métier le plus stressant du monde. Donc, à un moment, si t'es pas passionné par ce que tu fais, quand il faut, alors on va plutôt faire iriser que argenter. En fait, j'aime pas. Et les charrettes, enfin voilà, tout ce qui se crée, si tu l'as pas dans les tripes, ça marche pas, quoi. Voilà. Ensuite, la précision, un peu dans la même veine de cette idée de se dire que c'est un métier stressant, c'est qu'on fait que de gérer de l'imprévu. Donc, si t'es pas ultra carré dans ton budget déjà, dans tes plannings, dans ton pilotage des équipes, en fait, tu te fais éclater sur le terrain. Parce qu'il y a évidemment tout ce que tu auras prévu, mais tout ce que tu n'auras pas prévu, il faudra que tu sois dispo pour le gérer. Donc, tu as intérêt à avoir sacrément bien bordé ce qu'il y a autour de toi. C'est ma vision. Et le dernier, qui est l'ambition. Et ça, c'est vraiment dans notre ADN. Notre claim, c'est « Standing or Nothing ». Donc, il faut voir les choses en grand. Voilà, il ne s'agit pas d'être OK, il faut être dément. Et il faut que ça éclate, quoi.
Donc en ça, il faut toujours avoir l'ambition d'aller chercher plus loin, et toujours plus loin. Et si on n'est pas tous par terre à la sortie d'un brain, c'est qu'on l'a pas. Et du coup, justement, comment ça s'applique à votre réflexion quand vous avez un brief? Comment ça se passe, justement, chez vous? Alors, je pense que ça se passe pareil que dans toutes les autres agences. Ce qui est certain, c'est que nous, notre motto, et avec Axel, on insiste souvent là-dessus, c'est qu'à partir du moment où ça ne vous éclate pas, vous, ça n'éclatera pas votre client. Donc, il faut avant tout qu'on s'en mette plein la gueule pour nous-mêmes et qu'on soit assez assuré du fait que la réponse, elle est ouf, quoi. Et que même si ça passe pas, et c'est vrai que souvent, on préférera perdre plutôt parce qu'on a été trop loin que l'inverse, que gagner parce qu'on est juste OK. Donc, c'est peut-être une connerie, hein, mais bon, ça fait 15 ans que ça tient. Donc, pour le moment, on se dit que c'est plutôt à peu près malin. Et donc voilà, après, je pense qu'on a vraiment la même... comme dans toutes les agences, on est tous créatifs. C'est vrai que nous, on a une audace, on n'a pas peur. Et c'est un peu ce que je te dis, on se stime encore un peu des petits. Donc un peu ce côté poil à gratter. On garde un peu au fond de nous, même si en fait, on commence à être un peu des vieux. En fait, il y a un moment, il va falloir qu'on se dise que ça suffit, il faut arrêter de dire ça. Donc voilà. Mais c'est vrai que c'est souvent... Bon, voilà, moi, j'ai eu un parcours en agence aussi. Et il y a cette question qui arrive très, très souvent de se dire, je vois le brief. La réponse, le plan A, ça serait la réponse parfaite à ce qui nous est demandé. Et puis, à quel niveau on met le plan B, celui qui sort du cadre? Est-ce qu'on va juste un petit pas de côté ou est-ce qu'on va beaucoup plus loin? Et vous, votre a priori, c'est de dire, quoi qu'il en coûte, nous, on va au-delà. En fait, quelquefois, le brief est parfaitement fait et super juste, et on ne se pose même pas la question, on fonce. L'idée sera on va quand même travailler à fond notre créa, on va tenter d'être le plus créatif possible. En revanche, quelquefois, sans être présomptueux, mais je pense qu'on est expert de notre métier, on sait exactement ce qu'il faut faire pour que ça fonctionne, et puis on a le recul de ce qu'on fait pour nos autres clients, ce qui nous permet quand même d'avoir testé pas mal de choses. Et donc je pars du principe que ce qui est le plus important dans le brief, ce sont les objectifs. Pourquoi on va organiser cet événement? Et donc, à partir de ce message-là, en fait, quelle est la stratégie réelle? Et donc, il peut y avoir plein de choses. Donc, quelquefois, les objectifs ne sont pas en ligne avec le brief. Quelquefois, le cahier des charges n'est pas en ligne avec le budget alloué. Donc, il faut peut-être voir plus petit, mais pour être plus sur mesure, pour être plus cohérent, versus faire une grande soirée. En fait, on n'aura pas les moyens de recevoir les gens comme on le souhaite et dans les standings attendus. Donc, c'est plutôt une réflexion à chaque fois un peu maligne de se dire, attends, est-ce qu'ils ont raison de vouloir faire ça? Et je pense que, honnêtement, pour en parler pas mal autour de moi avec des confrères dans d'autres agences, on est tous un peu dans la même lignée de se dire on devient un peu plus conseil aujourd'hui que juste... à l'époque, tu avais ton brief, tu répondais, boum, boum, on ne se posait pas trop la question. Aujourd'hui, je pense qu'il y a une attente aussi par rapport à tout ce qu'on a pu traverser de la part de nos clients, d'avoir aussi un conseil et un avis un peu stratégique. Donc une stratégie créative, une stratégie de com un peu plus globale, en fonction de qui on a en face en interne et des services. Il y a des annonceurs qui sont super bien équipés, avec des grosses équipes com, avec des responsables event. Enfin, voilà, donc on sent qu'il y a... Et pour d'autres, un peu moins. Donc c'est moins leur métier. Et ils ont cette attente un peu de notre part de dire, en fait, qu'est-ce que vous feriez? Et moi, c'est les briefs que je préfère. C'est d'être, tu vois, travailler un peu en amont. Et je leur dis souvent, en fait, attendez pas de dire, je veux 200 personnes le 12 décembre à Paris. Venez me voir 6 mois avant en disant, voilà, on aimerait prendre la parole, voilà ce qui se passe dans ma maison, dans ma marque, peu importe, et travaillons ensemble la meilleure des réponses. Et tu vois, par exemple, on travaille actuellement pour une marque de spiritueux qui se lance, qui est venue nous voir, agence event, même si nous ne sommes pas une agence événementielle, on est bien plus maintenant, mais donc ils sont venus nous voir pour faire un événement. Voilà, c'est tout, allez, bam, j'arrive sur le marché, gros événement de lancement. On leur a dit, mais on ne sait pas qui tu es, donc les gens vont kiffer, ça va être super, ils vont passer un super moment. Il n'y a pas de plateforme de marque, on n'a pas commencé à raconter d'histoire, qu'il faut qu'on pose déjà les choses tranquillement, qu'on crée du beau contenu, qu'on commence à rassembler une communauté autour de tes valeurs, de ta marque, travailler plutôt du one-to-one, faire visiter tes chais, faire voilà. Et on va y aller tranquillement. Et cet événement arrivera, mais tu vois, sur un temps 2, peut-être pas l'année prochaine, peut-être dans 6, 7, 8 mois, on monte une strate et on va voir ensemble. Donc on va créer l'événement, mais peut-être pas tout de suite par le format de l'événement. Et c'est en ça qu'on va quelquefois casser des briefs. C'est pas dire votre truc c'est nul, on a les meilleures idées que vous. Ça ne nous semble pas juste pour être percutant et pour que ça fonctionne. Et pour qu'on s'éclate un peu, en fait, aussi. C'est vrai que le cœur de l'événement, c'est de répondre à des objectifs. Et donc, il faut que le format événementiel soit la bonne réponse par rapport à ces objectifs-là. Donc, voilà, depuis tout à l'heure, on dit casser le brief, mais c'est pas casser pour casser, c'est peut-être plus challenger, en fait. Challenger. Remettre à plat, et puis avoir aussi cette vision
que malheureusement, parfois, dans le brief, on ne donne pas, parce que dans le brief événementiel, souvent, c'est très centré sur l'événement qu'on attend. Ouais. Le combien de personnes, la date, ce qu'on imagine. Parce que puis, tout le monde rêve. C'est un métier, on vend du rêve. C'est charmé. On kiffe notre métier. Donc, y a pas de... Donc pareil, en face, nos annonceurs, ils ont en tête quelque chose. Et puis, tu croises à la machine à café Mireille qui va dire « Attends, moi, j'aurais réussi, nanana. » Et bah, ouais, attends, j'ai croisé Mireille qui m'a dit « Nanana, qu'est-ce que t'en penses ?» Minute, papillon, on va prendre tous vos desiderata. Maintenant, lequel est le mieux et lequel va être au service. Après, que tu sois sur de l'interne ou de l'externe, ça dépend. Nous, on est principalement sur des événements, encore une fois, dans le secteur du luxe. Donc, souvent, pour de la presse, de l'influence, des VIP, des gens à qui on n'a jamais rien offert, qui découvrent, évidemment, qui sont rarement invités, qui n'ont rien vu, qui ne sont pas du tout exigeants. Donc, en fait, il faut aller chercher toujours ce truc en plus. Ça peut être simple, hein, c'est pas forcément un truc de dingo. Enfin, dingo, oui, parce qu'il faut les surprendre. Et donc, quelquefois, au travers du brief, on n'est pas complètement raccord. C'est ça. Alors, ce qui est intéressant, donc là, ce qu'on comprend, c'est que vous avez une vision assez globale de ce qu'est la créativité et la stratégie. Et du coup, quand on préparait cet échange, tu m'as dit que vous, à l'agence, donc là, vous êtes une vingtaine, mais plutôt sur des profils créatifs et pas forcément sur des profils logistiques. Parce qu'en général, une agence événementielle, il y a quand même une bonne équipe de prod, de log, de tech. Vous avez pris une autre option. C'est pour ça que je dis qu'on n'est pas une agence événementielle. Non, en effet, c'est vrai qu'on n'a pas du tout en interne de profil de production ou de log. On est principalement sur de la gestion de projet et des talents créatifs. Après, on externalise évidemment toutes ces fonctions dont on a réellement besoin. Mais c'est vrai, comme on est à chaque fois sur un format d'événement différent, qu'il soit en France ou à l'étranger, ou voilà, quel que soit son ADN, on va chercher à chaque fois les bons talents pour venir équiper nos équipes. Mais il y a un truc qui est certain, c'est que la direction de création, elle est toujours interne. Et tu vois, que ce soit Axel ou moi, on est au taquet sur tous les projets, présents sur tous les projets, pour que la patte, on a quand même une patte agence Black Lemon, un ADN un peu particulier, se retrouve à chaque fois dans chacune de nos copies. Donc c'est vrai que toute la partie matière grise, création et l'accompagnement client, je reviens sur ma valeur citron, le côté sympathique en toutes circonstances. Je pense qu'aujourd'hui, il y a évidemment le fait, mais comme beaucoup, on produit des très beaux événements, mais il y a aussi les équipes, le fit. Et pourquoi les clients nous rappellent, au-delà du fait qu'on leur a fait un très bel événement, c'est qu'ils ont aimé bosser avec nous, ils ont aimé bosser avec nos équipes. Donc je pense que les équipes projets, c'est aussi hyper important qu'elles soient internes et qu'elles soient insufflées de l'ADN de qui on est. Et du coup, qui permettent d'accompagner aussi le projet depuis l'appel d'offres jusqu'à sa production, ce qui est quand même béaba de nos métiers. C'est quand même vachement plus kiffant de voir le projet démarrer pour l'aboutir. Et d'être bien accompagné à chaque étape. Exactement. L'année dernière, jolie récompense au Event Meetings Awards pour Stunning Effervescence pour Mouette et Chandon. Très bel événement. Qu'est-ce que tu pourrais nous en raconter un petit peu ? Écoute, c'était un sacré accouchement. On l'avait gagné en 2019 et on l'a produit en 2022. C'est pas mal. D'accord. Ah oui. Donc on a eu 1001 incarnations de ce projet, qui évidemment, Covid, reporté une première fois. Enfin, on allait le produire en 2021 et souviens-toi, au moment de Noël, on reprend le bas de combat, on lockdown. Donc on a annulé l'événement à 10 jours. Donc là, l'enfer. Dur. Là, même pour tout le monde, tu vois, et clairement l'enfer. Donc on a remis un peu entre parenthèses, on s'est dit on va rouvrir en 2022. Et début septembre, les clients nous rappellent en nous disant vous allez nous tuer. Je dis qu'est-ce qui se passe ? Ça y est, c'est encore annulé. On reprend, mais on fait un fois 12. Je ne parle pas en termes de budget, mais en termes de rayonnement. C'est bien en termes de budget, mais il faut qu'on éclate. Écoute, étonnamment, il y avait un côté, pour une fois, je pense qu'on avait tellement ras-le-bol de ces 3 ans de ceinture, on ne fait rien, ça a été plutôt très très chouette là-dessus. Mais le vrai sujet a été déjà une relation client, mais de fou, parce qu'on ne s'est pas lâché pendant 3 ans. Une relation, il y avait énormément de monde qui travaillait quand même sur ce projet, qui a finalement été monté. Donc on est reparti d'une page blanche en septembre, en disant en fait on avait le lieu qui était le Palais Brognard, et pour le coup là il y avait des arts de déposer, etc. Donc on ne se posait pas la question d'en changer. En revanche, tout le reste, on a dit on repart de zéro. Parce que si on essaie de bidouiller sur un truc déjà, ça ne marchera jamais. Donc ce projet a été absolument astronomique, monté dans un temps record. On a travaillé, on a été chercher des nouveaux partenaires comme Moment Factory. Puis après, c'était un ballet de talents entre de la danse, des chefs étoilés, un line-up artistique un peu fou. On avait Gloria Gaynor quand même. Je pense que la dernière fois qu'elle montait sur scène, c'était pour nous. Donc voilà, c'était assez fou. Et moi, je te dis, j'ai vécu ce montage qui était un peu un montage sur 4 jours, donc c'était quand même un gros bousin. T'arrivais, t'avais des plateaux de vitres au montage, quoi. Les gens étaient tellement heureux de rebosser. Tous les techs, toutes les équipes, il y avait une ambiance. En plus, on était un peu dans cette ambiance juste avant Noël. C'était cool, quoi. Alors qu'on aurait tous dû être tendus comme des arcs, tu vois, parce que on sortait quand même un gros bousin, on recevait 1000 personnes 2 soirs de suite.
avec du coup pas mal, tu vois, en termes de topage, il y a beaucoup de choses à jouer. Et puis pour le coup, il fallait que la lumière marche, parce que c'était, on mappait tout le palais Brongniart, donc il ne fallait pas qu'on se rate. C'était toute notre évolution, on faisait évoluer le palais Brongniart tout au long de la soirée. D'accord. Donc pour vous donner la sensation de ne jamais être dans le même endroit et de raconter l'histoire donc de Moët-et-Chandon et de cette effervescence qui était en fait le point final d'une grande campagne internationale. Donc chacun avait fait son événement partout dans le monde. Et là, on arrivait à Paris, le champagne, c'est français, Paris, c'est la France, donc il fallait qu'on c'était le point d'orgue. Voilà, exactement, point d'orgue. Donc c'était fou, et cette récompense, du coup, elle est au-delà de l'événement qui était magnifique et dont on est très fiers. Je pense que c'était aussi une belle récompense pour tout le boulot de toutes les équipes, quelles qu'elles soient, côté client, côté agence et tous nos partenaires. C'était un prix pour vraiment tout le monde, quoi. Donc ça, c'était cool. Oui, ça venait célébrer quand même tout un parcours et tout un travail chez le client, chez vous. Exactement. On aime bien quand ça se passe comme ça. Exactement. Et puis, première fois qu'on montait sur la scène de Cannes, c'est pas rien, ça. On se sent petit, je te dis, on se sent nouveau. On était trop contents. C'est quelques années que vous êtes là. Non, on était contents, tu vois, c'était nouveau. Mais ouais, mais ça, c'est mérité, c'est mérité. C'est un beau projet. Et du coup, moi, ce que je trouve intéressant chez vous aussi, donc vous n'êtes pas si nouveau que ça, mais quand même, il y a ce côté un peu impertinent dans votre communication. Parfois, on a un peu cette expression qui dit les cordonniers les mal chaussés. Aujourd'hui, je trouve qu'en termes de communication, j'ai l'impression que c'est un sujet que vous travaillez vraiment chez Black Lemon. Par rapport à d'autres agences, vous êtes assez présent. Comment vous travaillez ce sujet-là de communiquer autour de ce que vous êtes? Alors déjà, t'es trop sympa. Merci. De rien. Non, t'as raison, c'est un vrai sujet dont on n'est pas vraiment satisfait. Donc c'est toujours comme quoi il faut prendre les avis un peu extérieurs. On peut se dire ça passe pas si mal. Ouais, c'est un gros sujet pour nous, très stratégique. Pour plusieurs raisons. Déjà au regard du contexte dans lequel on vit aujourd'hui, de la concurrence qui est quand même forte autour des agences événementielles. Et c'est vrai que nous, on n'a pas vraiment on n'a pas de gros département newbies, on n'a pas de grosses ficelles politiques, on a un réseau qui est un peu artisanal, en fait, un peu friendly, avec évidemment, depuis 15 ans, l'effet boule de neige qui est assez exceptionnel. Mais donc, c'est vrai que c'est un peu notre seul outil, gratuit de surcroît, qui nous permet, nos réseaux sociaux, qui nous permet facilement d'être visible, un peu top of mind, pour pouvoir être consulté. Et du coup, pour nous, c'est hyper important, et pour, encore une fois, insuffler cette dynamique sympathique, fun. Oui, on travaille pour des marques de luxe, oui, on fait des événements incroyables, mais on reste des gens cool, sympas et humains avant tout. Et je pense que c'est pour ça qu'on insiste autant sur cette com, pour donner envie aux gens de travailler avec nous et montrer comment on fait des trucs de ouf. Très bien. Alors du coup, vous voyez quand même l'évolution de notre secteur depuis quelques années maintenant. C'est quoi aujourd'hui par rapport à cette clientèle très spécifique que vous avez, ou globalement de vos clients, sur les problématiques qui reviennent, les questions qui sont mises en avant régulièrement? Écoute, je sais pas. Pour moi, il y a un peu deux points qui ont pas mal évolué ces derniers temps. Il y a un truc qui est très réel, c'est les prix. Oui. De toute façon, tout coûte plus cher. Donc nous, on a des vraies problématiques budgétaires. D'accord. Et nous ne nous trompons pas. C'est pas parce qu'on travaille dans le luxe que les budgets sont démentiels. C'est les mêmes que partout ailleurs. Et donc, c'est vrai que c'est compliqué parce qu'on a donc le temps homme qui a augmenté, les matières premières qui ont augmenté, le marché qui est hyper tendu, notamment chez nos partenaires. On a perdu un peu cette agilité qui nous permettait avant de... On montait un truc en 10 jours, c'était encore OK. Aujourd'hui, c'est plus compliqué. Donc tout ça a un coût. Et pour autant, les budgets n'ont pas bougé. Donc les cahiers des charges restent les mêmes. Les budgets ne bougent pas, voire se resserrent. Et donc là, on a un truc un peu compliqué. Donc je passe un peu de temps avec les services achats. Et donc j'explique. Et en fait, tout le monde est conscient de ça. Mais du coup, quand on s'est habitué pendant des années sur un événement un peu anniversaire qu'on fait chaque année à dépenser X, que le cahier des charges évolue, mais bon, un peu à la marge, mais qu'on vous dit que ça va coûter 30% plus cher, c'est compliqué. Donc ça, c'est le premier point. Et je trouve qu'il y a autre chose aujourd'hui qui est arrivé. Je ne sais pas si je réponds à ta question, mais c'est cette espèce d'incertitude ambiante qu'on n'avait pas du tout avant, je trouve. Bon, il y avait des années, globalement, on ne se posait pas la question de est-ce que je vais rentrer dans mes objets. Et au contraire, on était même plutôt gourmands chaque année à se dire, bon allez, on va essayer de grimper un peu plus, mais sans inquiétude de se dire qu'au moins le minimum syndical sera fait. Je trouve qu'aujourd'hui, on a des sujets qu'on va travailler et qui, nous, ça nous arrive souvent, je ne sais pas si on est les seuls, mais vont être, c'est canon, merci, mais on ne va pas le faire. Donc beaucoup de reports, beaucoup d'annulations. Encore aujourd'hui? Encore aujourd'hui. Tu vois, on a encore eu là en début de la semaine, et c'était vraiment ça, c'est bravo, c'était canon, on vous adore, c'était fou.
Mais bon, là, c'est des problèmes d'appro, d'histoire de produits, de machin, on les aura pas à temps, gna 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 gna. Donc, du coup, on se pose la question, parce que bon, quand même, le contexte économique actuel, nanana. On n'avait pas ça avant. Ça pouvait arriver, tu vois, c'était vrai. Et en fait, je trouve qu'assez régulièrement... Donc, en fait, quand tu montes sur un... Il ne s'agit pas d'être flippé de tout, mais du coup, tu perds un peu cette espèce d'incertitude ambiante où c'est trop cool, tu as des super sujets qui arrivent, mais tu n'es jamais complètement sûr que ça verra vraiment le jour. Ou alors, si ça voit le jour, est-ce que ce sera dans ce cahier des charges-là, dans cette enveloppe budgétaire-là voilà. C'est gai. C'est comme ça, après, le marché évolue. Donc, tu parlais des contraintes budgétaires, effectivement, des sujets sur les devis. Est-ce qu'il n'y a pas aussi une évolution sur les attentes en termes de résultats, sur le ROI des événements? Alors, pas un ROI sonnant et trébuchant en chiffre d'affaires, parce que notre métier ne fonctionne pas forcément comme ça. Ça, c'est plus le marketing. Nous, on est un peu sur de la communication, donc plus de la notoriété, de la visibilité. Mais est-ce qu'il n'y a pas aussi une recherche quelque part, surtout sur ces marques de luxe, sur le côté répercussion médiatique peut-être? Alors carrément, je pense que tu as raison en disant, nous, carrément dans notre métier, on ne vend pas de produits, on les fait aimer. Donc c'est vraiment ça notre job. Nous, c'est vrai que le ROI, alors c'est toujours un peu le dada dans les briefs. Nous, c'est compliqué parce qu'on est principalement sur des événements sur invitation. Donc c'est beaucoup de la presse, de l'influence. Donc il y a des agences de presse derrière, d'influence, de célébrités. Donc en fait, les gens viennent. Donc je te dis, ROI, nickel. J'attendais 150 personnes, 150 qui étaient là, on est content. Donc du coup, c'est compliqué là-dessus. En revanche, nous, notre grosse part, c'est tous les contenus organiques qui vont sortir de... Donc évidemment, toutes les RP de la presse invitée, mais ça, c'est moins de notre cam. Enfin, il faut que l'événement soit canon pour qu'ils aient envie d'en parler. Oui. Mais donc nous, on va plutôt travailler chaque détail pour que rien ne soit gratos et que tu as envie de tout prendre en photo. Et depuis, je monte dans mon taxi, je vais avoir ma petite bouteille, mon petit machin, ou même je monte dans l'avion, j'ai mon appui-tête à mon nom. Enfin, tous ces petits détails qui peuvent donner envie de shooter, notamment sur des événements d'influence ou des voyages. Le welcome kit dans ta chambre, ton petit masque de nuit, ton petite aspirine parce que tu sais que tu as fait la fête et hop, on a préparé ça sur ton lit quand tu rentres. Toutes ces petites choses, toujours un petit peu, évidemment, sur mesure aux couleurs de l'événement ou peu importe. Et du coup, tu vas créer plein de petits instants comme ça, en plus, évidemment, de ta scénographie, de ta très belle table, ou peu importe quel soit le format que tu organises. Et du coup, d'en rajouter, d'en faire un peu des caisses autour, tout souci du détail, qui a ses propres luxes aussi, mais pas que. Et on va essayer de travailler un peu tous ces petits détails-là pour qu'il y ait le plus de retentissement de manière organique sur nos événements. Oui, ça change quand même un peu la manière de concevoir. C'est-à-dire qu'on réfléchit à ce qui va se passer pour l'expérience, pour le participant. Donc déjà, ça, c'est quand même une clé importante. Mais aussi de se dire comment on va pouvoir avoir un impact derrière et que ces images-là soient un peu formatées, réfléchies, mises en scène, en fait, par vous, en termes de créativité, en termes de patte, pour que l'événement, au-delà de ce qui va se passer le jour J, ait de la visibilité. Et c'est ça qui est assez intéressant aussi, quand je te parlais tout à l'heure de l'évolution aussi un peu de nos métiers. On a beaucoup fait pendant un certain temps, donc on avait des grandes soirées, des dîners, etc., etc. Et puis on a commencé à parler un peu de voyages d'influence, qui devenaient un peu des content factory. Mais des content, donc il y avait toute une équipe de prod, de réal, de vidéastes, d'achin, qui se pointaient. Tu viens pour faire des contenus, donc tu payes tes influenceurs qui sont là pour aller shooter dans le désert, dans je sais pas quoi, faire certains trucs. Mais en parallèle de ça, tu passes par des agences comme les nôtres qui vont déjà réfléchir quel va être le meilleur set, le meilleur truc pour créer de l'expérience autour de tout ça. Et donc, évidemment, tes influenceurs que tu envoies shooter, je sais pas quoi, à Bayonne, là, ou bref, on s'en fout. Comment tu fais en sorte qu'au-delà des contenus qui vont être shootés pour lesquels ils sont payés, eux-mêmes partagent un max de contenu pendant le voyage. Et donc, au travers de l'hôtel, ce que tu vas leur faire du dîner, du resto que tu vas choisir, on va les faire sauter dans je sais pas quoi, tu leur fais faire un coup de paddle de je sais pas quoi. C'est pas des moments prévus dans la création de contenu acheté par la marque. En revanche, ils offrent au travers de ce truc-là. Donc, en fait, tu fais un espèce de 2 en 1 et c'est là où ça devient assez intéressant et assez cool. Et là où on devient, en effet, hyper important par rapport à une boîte de prod lambda qui va juste faire du shooting, hop, boum, on fait un set, si t'as une bouteille d'eau, t'es content. Et donc là, tu vois, tu viens travailler vraiment tout le serviciel autour, tout l'expérientiel pour que ce truc qui, sur papier, peut être un peu boring, un peu chiant, tu vois, un peu un shoot, quoi, devienne un truc vraiment cool. Donc, elle t'a envie de participer. Tu me parlais quand on a préparé de l'inauguration d'un hôtel que vous avez fait il n'y a pas longtemps. C'est pareil, vous aviez cette approche de qu'est-ce qui va pouvoir être partagé derrière sur les réseaux. Exactement. Et tu vois, là, c'était assez intéressant parce que c'était l'inauguration de la Fantaisie à Paris. Donc, il y a un hôtel 5 étoiles. Donc, on retrouve tous les codes un peu palace, mais cool.
Et en fait, ils ont une idée de fou, il y a une déco de fou. Et donc, nous, on venait de l'inauguration de l'hôtel. Donc, on aurait pu dire, génial, on arrive, bam, bam, bam. Il y a déjà tout. On a dit, mais vous avez l'hôtel, on veut le voir, il est magnifique. Donc, on ne touche à rien, en fait. Par contre, on va l'habiter, on va le faire vivre artistiquement avec des surprises, qui s'appelle la fantaisie. On va être fantaisiste. Et donc ça, c'était hyper intéressant. Et tu viens chercher, en effet, plein de petits instants, plein de petits moments. Donc, après, c'est des choses qui paraissent bêtes une fois que tu les racontes. Par exemple, tu ouvres la porte d'une chambre, il y a un couple qui est en peignoir dans le lit, en train de... Du coup, tu peux les regarder, tu peux les zioter, tu passes sur la terrasse, ils font les cons, ils jouent de la mousse dans leur baignoire. Du coup, tu les regardes, il y a un côté voyeuriste, on adore ça, c'est génial. Donc, tu prends des photos, tu te marres. Il y avait une espèce d'œuvre dans une des chambres, une peintre qui faisait une œuvre et du coup qui était reprojetée dans la grande cour en bas. Tu passes dans un couloir, tu as une contorsionniste qui te passe autour de toi, donc tu peux plus traverser. Enfin, tu vois, il y avait plein de petits détails comme ça, des grooms en peignoir, donc évidemment qui se sont fait draguer toute la soirée. Et puis tout ça dans une ambiance super festive. Tout était travaillé, tous les détails étaient un peu travaillés, toute la food évidemment aussi. Donc là, en fait, quelquefois, il ne s'agit pas d'en faire des caisses, en fait. C'est pas toujours d'aller chercher le monumental, l'incroyable, le waouh. Ouais, en fait, quelquefois, juste des petites idées simples qui font plaisir. Tu passes un truc cool. Et je trouve que souvent, les idées les plus simples paraissent les... Tu dis, mais les mecs étaient tellement bons, quoi. Moi, je me souviens, quand j'ai vu le défilé Jacquemus chouchou, là, ce tapis rouge, château de Versailles, avec les petites verrettes, tu te dis, mais ce truc, ça paraît tout con. Alors, c'est pas tout con. Mais tu dis l'idée à la base. Oui. Bon, posé comme ça. Tu déroules un tapis rouge et zou, quoi. Non, mais tu vois, donc tu te dis, en fait, quelquefois, il ne faut pas toujours aller chercher le truc incroyable. Et on aurait pu refaire toute la façade, partir dans des délires. Ben non, en fait, tout est canon en l'état. La bonne idée. On vient rajouter deux, trois petits trucs et ça marche, quoi. Et l'idée qui fait sens, en fait. C'est ça qui va marquer, en fait. C'est de se dire, c'est hyper malin, c'est ça qu'il fallait faire. Que t'en souviennes, que t'en parles. Et en effet, quand on a recroisé des gens, par ailleurs, les gens se souviennent de cette soirée, ils ont passé un super bon moment. Tu vois, plutôt que je me dis quelquefois, et donc c'est là on va se rechallenger nous aussi pas mal en interne parfois. Je dis en fait, restons qui on est pour qu'on kiffe, pour que ça nous éclate, nous, avant tout. Et en fait, quelquefois, c'est pas aller chercher midi à 14h, quoi. Ah, ça peut être une bonne grille d'évaluation. C'est-à-dire, si déjà nous, ça nous donne envie, c'est pas mal. Non, je dis, est-ce que t'inviterais tes potes ? On recommence, quoi. On refait. Non, mais tu vois, c'est nul. Du coup, c'est que c'est pas cool. Ça marche pas. Bah ouais, voilà. Sans transition, du coup, mais on va parler de créativité quand même. Aujourd'hui, l'intelligence artificielle est en train d'arriver dans le métier de l'événementiel. Est-ce que c'est quelque chose que vous utilisez aujourd'hui dans votre créativité, donc peut-être graphique, créativité d'écriture, de contenu? Comment vous l'intégrez aujourd'hui? Carrément, moi, c'est ma passion. Moi, ça me fait trop marrer. Je t'en avais parlé d'ailleurs, mais j'ai découvert le transcript des réunions. Et je me suis rendu compte à quel point on était inefficace. Mais c'est l'enfer. Tu sais, ça te donne le temps de parole de chacun. Est-ce que tu te rends compte que tu te répètes 18 fois dans la même réunion? C'est l'enfer. Donc non, plus sérieusement, clairement, on s'en sert de plus en plus. On n'a pas été les premiers. Je pense qu'on n'a pas été très précurseurs. On a mis un peu de temps à mettre le pied à l'étrier. Aussi parce qu'on est un peu technicien dans l'âme et que en fait, donc surtout sur la partie créative, ils aiment bien bidouiller et puis on passe des plombs à faire nos images pour qu'elles soient magnifiques, etc. Mais aujourd'hui, le studio notamment se rend compte du temps gagné sur la conception quand du coup, ça demande un peu, il faut savoir prompter, ça prend un peu de temps, donc ils se sont pris pas mal les pieds dans les trucs, on a fait des trucs incroyables, on s'est bien marré du coup. Et tu vois, on a fait comme ça notre petite campagne de pub où on disait qu'on pouvait nous appeler comme on voulait, mais il fallait nous appeler avant tout pour nos idées. Donc, cette notion de nous ne sommes pas une agence d'événementiel, en fait, on est ce que vous êtes, ce que vous voulez, on s'en fout, c'est pas le sujet, mais vous voulez créer l'événement, passez par nous. Et du coup, on est passé par l'IA pour faire cette fameuse campagne de pub. Et du coup, ça, c'était assez cool parce qu'on s'est bien marré. Bon, il y a un mec qui a 3 jambes sur un canapé, mais bon, ça, c'est plutôt drôle quand tu regardes dans le détail. Donc, c'était marrant. Il y en a un qui m'a sorti. Il dit, il n'y a pas 3 jambes, lui? Non, pas du tout. De quoi tu parles? Non, mais non. Donc, ça, oui, pour le coup. Je la mettrai en lien dans l'épisode, cette photo, si vous voulez repérer. Et du coup, en fait, ça me fait marrer. D'autant plus que tu dis, bah oui, en fait, c'est comme quoi c'est un outil qui est canon. Moi, je trouve vraiment pour faire gagner du temps, je pense qu'on l'exploite absolument pas autant qu'on le devrait aujourd'hui, notamment sur la partie projet. Tu vois, si pour le coup, c'est assez clair sur les images, sur toute la partie plus créative ou de CR, ou tu vois, de venir aider, de faire gagner du temps, je pense on peut aller chercher vachement plus de choses sur la partie projet aussi. Donc les CR, ça y est, on a compris, on a transcript, c'est super. Et puis c'est drôle parce que ça vient juste à un moment où j'ai demandé à ce qu'on recadre un peu en interne.
je veux un ODJ pour une réunion, sinon je ne m'y pointe pas, je veux un CR de ma réunion, sinon je ne comprends pas quelles sont les pour-actions, les machins. Et donc on commençait à arriver, cette petite personne, dans toutes nos réunions, nos visios, de l'IA transcript qui se pointe dans le truc. Je dis, en fait, vous avez raison, les gars. Ça ne vous demande pas de boulot en plus, le truc, il est calé, c'est cool, ça répond à ce que je vous ai demandé, moi, ça me va bien, tu vois. Ah, c'est incroyable ce qu'on peut faire avec l'IA. Mais c'est vrai que ça nécessite, en fait, aujourd'hui, de comprendre l'outil, comment il marche, et puis, au final, de savoir, c'est vrai que pour les créatifs, le fait d'apprendre à prompter, c'est de manière très spécifique, mais ça va accélérer la créativité de manière assez folle, et on peut faire des choses assez dingues. Donc, ça, je sais que tu es bien au courant. Oui, on se rappellera pour en parler. C'est un sujet qui me plaît beaucoup. Donc après, voilà, c'est en train d'arriver. Tu dis que vous n'êtes pas la première agence à vous en préoccuper, mais c'est vraiment c'est en cours d'adhésion dans le secteur. Hein. Tout le monde n'est pas au même niveau, mais voilà, c'est un sujet qui arrive et il faut prendre le pas, il faut y aller. Ça va, c'est en train de changer et c'est en cours, donc tout va bien. Autre sujet très en cours aujourd'hui, c'est la RSE. Où est-ce que vous en êtes, vous, sur la conception éco-responsable de vos projets? Est-ce que c'est quelque chose que vous avez intégré dans vos process de production? Comment ça se passe? Alors, carrément, nous, on est... alors, ça fait très longtemps, et je trouve que moi, ce que j'aime aujourd'hui, c'est qu'on arrive dans une vraie... dans des vraies discussions en interne et avec nos clients sur ces sujets-là. Pendant tout un temps, je trouve qu'il y avait toujours un petit côté un peu, bon, il faut faire bien, pas du greenwashing, et puis la RSE ne se réduit pas qu'à l'empreinte écologique, mais je trouvais qu'il y avait toujours un petit côté un peu, bon, en fin de reco, tiens, by the way, on va faire attention à ci, à ça. Moi, j'ai rejoint en plus là récemment avec l'association L'événement, le groupe de travail autour de la RSE, et on est en train de travailler un livre blanc qui sera mis à disposition de l'ensemble des agences membres, et notamment un calculateur, et ça c'est canon, qui va nous permettre de mieux, surtout en avant-vente, tu vois, dans la manière de concevoir, de calculer un peu notre impact carbone, propre à notre métier, ce qui n'existe pas aujourd'hui, ce qui est quand même assez fou. Donc on est en train de monter tout ce calculateur qui va être assez fou, parce que je pense que demain, et je l'espère, ce sera un vrai levier concurrentiel entre nous tous qui pitchons sur les mêmes briefs. Dire en fait comment j'ai réfléchi avant même, dans ma manière de concevoir, à être le plus green possible. Donc il va y avoir plein d'idées, là, une idée un peu bébête, mais par exemple un shooting, typiquement, on dit voilà, tu vas voir tout l'univers du produit, c'est un désert incroyable, ou à Hawaï, ou je ne sais où. Tu dis, en fait, les gars, on va pas du tout transbahuter toute une équipe de tournage à Hawaï. Réfléchissons déjà en local, voire, on parlait de l'IA, pourquoi pas. Il y a des premiers shootings qui ont eu lieu, et des premières campagnes qui sortent, qui sont complètement générées par l'IA, pour justement apporter, quand tu as une histoire à raconter, finalement, est-ce que tu as besoin d'aller si loin? On a vu des choses très belles avec Tiffany's, notamment, qui est sortie il y a quelques années, il y a un an, de Céno. Tu sais même plus tellement ce qui est... Mais en fait, c'est pas grave. Si le message passe et si ton histoire est comprise, je trouve que ça fonctionne assez bien. Donc ça, pour moi, c'est hyper intéressant. Nous, aujourd'hui, on est aussi beaucoup sur une dimension de réemploi. Je pense qu'on a tous compris que le recyclage, c'était un peu un faux ami. Et du coup, c'est d'essayer de travailler... Et du coup, en plus, je trouve que ça a une espèce de double objectif. Ça t'ouvre en fait deux voies. La première voie, c'est donc une action beaucoup plus solidaire, tu vois, typiquement avec des Mutuo Events, et je crois que tu les vois bientôt, qui vont recycler tes stèles en mobilier urbain dans un tiers-lieu. Donc, du coup, il y a un vrai projet solidaire derrière qui vient récupérer tes éléments de décor. Et ça permet également, je trouve, ce qui est un vrai problème. Ce qui est compliqué dans l'événementiel, c'est d'avoir de la récurrence. Oui. On est quand même souvent sur du one-shot. Et du coup, ce réemploi te permet, dans ta réponse, et nous, ça, on le fait de plus en plus auprès de nos clients, de dire, en fait, notamment sur des événements qui peuvent être un peu récurrents et qui reviennent chaque année, comment est-ce qu'on réfléchit, non pas année après année, mais comment est-ce qu'on se projette sur 3 ans. Donc, de dire, OK, peut-être que mon coût en année 1, du coup, est forcément un peu plus conséquent, mais derrière, je réutilise. Donc, ça, évidemment, il faut des espaces de stockage, etc., mais ça coûte quand même toujours beaucoup moins cher. Et un jour, je te mets ton truc en rose, demain, c'est effacer tes miroirs, et la fois d'après, ce sera gold. Et en fait, tu auras 3 années différentes. On réutilise, on fait évoluer, on fait grandir, ou peu importe les éléments conçus pour que ça fonctionne. Donc ça, c'est pour moi le deuxième, ce réemploi qui est du coup hyper intéressant, qui ouvre ces deux voies. Et après, le troisième point, pour moi, c'est de travailler, de réfléchir un peu plus dans le durable. Et on parlait de Moët et Chandon tout à l'heure, et ça a été vraiment le sujet. Et notamment au travers des arts numériques. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu vas créer des formats qui vont être beaucoup plus très immersifs. Tu vois, on appelle pas les brognards. Évidemment, tu as 25 mètres de hauteur sous le plafond, le truc est fou.
Mais bon, néanmoins, après, tout ce contenu que tu as créé peut se remanier et être revu dans un autre format, dans une black box, peu importe, ou je ne sais où. Donc du coup, ce contenu, il est créé, tu l'as payé une fois et tu peux le faire durer dans le temps. Et du coup, il est très immersif, il est beaucoup moins polluant. Et du coup, tu peux l'utiliser à l'infini dans différents cadres. Et du coup, là, je trouve que c'est intéressant parce qu'on est vraiment durable. C'est un peu le problème de nos métiers, c'est qu'il y a un côté un peu one-shot. Ouais, super, il y a... après, qu'est-ce qu'on en fait ? Du coup, je trouve que ça, dans ces trois volets-là, nous, on est du coup un peu au taquet. Donc moi, je suis particulièrement impliquée dans ce sujet-là. Après, j'ai une toute petite case. Hein. Il y a des très très forts à l'événement qui tiennent le sujet à fond depuis des années. Mais du coup, c'est hyper intéressant. Et sur des petites structures comme les nôtres, c'est assez intéressant parce que c'est assez challenging. Et moi, j'avoue que je suis un peu casse-pied sur ces sujets-là en interne. Donc ça m'intéresse pas mal et je trouve ça bien. Il y a cette question d'impact à réfléchir. Je trouve ça intéressant que l'événement soit porteur d'idées et de messages sur l'éco-conception en amont et réfléchir l'impact avant l'événement pour permettre aussi à l'annonceur d'avoir une vision un peu plus précise. Aujourd'hui, il y a Climate et il y a Cléo aussi qui sont d'autres calculateurs, mais c'est bien qu'il y ait plusieurs possibilités pour avoir cette visibilité sur quel va être l'impact. Et puis, je trouve ça intéressant de travailler cette durabilité, ce long terme. Et ça va aussi dans le sens de discussions que j'ai eues pas mal avec des agences et autres, de se dire, ce qui est intéressant aussi, c'est d'aller au-delà de ce côté appel d'offres one-shot et peut-être d'avoir une réflexion qui est plus longue avec son agence sur de l'accompagnement. Et ça irait dans cette idée de se dire, mais à partir du moment où on travaille sur plusieurs événements ensemble, ça vous permet, vous, en conception, d'essayer de porter le message et de se dire... voilà, du contenu que je vais développer une fois, je vais pouvoir le réutiliser. Le décor, je vais pouvoir le retravailler aussi. Est-ce que vous, c'est quelque chose que vous essayez de pousser aussi vis-à-vis de ces clients, de se dire, essayons de sortir de l'appel d'offres one-shot pour travailler sur du plus long terme? Oui, ma bonne dame, on fait que ça. Non, clairement. Est-ce que c'est entendu? Franchement, oui, parce qu'on a des clients qui sont assez fidèles et qui reviennent. Après, nous, c'est là où on n'a pas vraiment de régularité. On a des clients fidèles, mais pas forcément très réguliers. Tu vois, il y a des moments... Ou après, ça peut être aussi par rapport à leurs actus produits. Quelquefois, c'est sain aussi, tu vois, d'aller voir un peu s'il n'y aurait pas plus verte ailleurs. On peut aussi se vautrer dans un AO, ou tu vois, bref, il peut y avoir plein de choses. Mais les gens reviennent toujours. On n'a jamais eu un client qui me dit je ne travaillerai plus jamais avec eux, c'est terminado. Donc ça, c'est plutôt chouette. Maintenant, c'est vrai, quand on vient nous voir, c'est pas que ça, mais souvent, il y a un lancement de parfum, il y a l'anniversaire d'un. Donc il y a un truc très one-shot. Voilà, là, l'univers, on est Pinky, on est machin, ça va être là-dedans. La fois d'après, non, les gars, je suis marron, je dois être dans une cave quand j'étais dans le ciel rose juste avant. Ben oui, mais en fait, si, parce qu'il y a des éléments dont on aura toujours besoin. Il y a des contenus qu'on a traités aujourd'hui en pink, je switch en bleu et ça peut fonctionner. Enfin, tu vois, mais c'est vrai, comme on est très dans la création toujours de l'instant, du soi-disant jamais vu, on ne l'aura fait qu'une fois. En fait, c'est difficile de se projeter dans l'histoire d'après quand eux-mêmes ne la connaissent pas encore. Maintenant, oui. Tu vois, là, on est en train de répondre à un appel d'offres en ce moment où, du coup, on prend un risque, clairement, parce qu'on va arriver, en plus, un appel d'offres public. On prend un risque d'éclater peut-être un petit peu les compteurs, mais parce qu'on projette, c'est un événement qui est récurrent, qui revient chaque année, on leur dit, voilà, aujourd'hui, en effet, il y a peut-être un peu plus, mais du coup, ça viendra, en fait, tu vois, se tamponner d'années, en fait, tu vois, à 2 et 3 ans, puisque du coup, on dépensera moins. Il y aura juste, en effet, repeindre des trucs, ou rechanger, ou refacetter différemment, peu importe. Tu vois, il y aura évidemment, il y a un petit peu de travail toujours. Quand tu as laissé pendant un an au stock des éléments, évidemment, il faut les remettre un peu en... Tu sais bien ça. En état. Il faut les remettre en état. Maintenant, qu'est-ce que ça représente par rapport au fait de reconstruire à chaque fois et du coup, de venir aussi ancrer... de venir ancrer ça. Après, c'est pas évident. Moi, clairement, on le propose et on le fait de plus en plus, aussi dans cette dimension RSE, parce que tout le monde en parle. Oui. Et le RSE, c'est pas juste avoir des trucs en carton-pâte, en fait. C'est aussi comment je réfléchis un peu. C'est pour ça que l'avant-vente devient de plus en plus intéressant. Et nous, je pense qu'aujourd'hui, les annonceurs l'entendent beaucoup plus. Ils te le demandent, mais sont beaucoup plus piqués. Enfin, piqués. C'est même pas piqués, plus intéressés, plus engagés à t'écouter quand tu leur expliques pourquoi tu as fait ces choix-là, qui sont peut-être moins glittery, moins sexy sur le papier, mais qui, dans les faits, vont rendre un truc dément et surtout vont apporter du discours. Tu vois, vont apporter un peu de sens à leur événement. Mais bon, c'est... Oui, le principe, c'est l'histoire. Un peu long. L'histoire qu'on raconte derrière, c'est le plus important. Puisqu'on parle des
de la projection et des projets. Qu'est-ce qu'il en est pour vous en 2024 ? Comment ça va se passer ? Qu'est-ce qui se précise, cette grande année 2024 ? Cette grande année 2024. Écoute, alors nous, on est assez contents cette année. Alors 2023 n'est pas ouf du tout. Écoute, voilà, c'est des années comme ça. 2022 était chouette, 2023 elle est un peu moins. Par contre, 2024, si on transforme, et si on est bon, peut s'avérer assez explosive. Donc du coup, c'est plutôt chouette. Après, je reviens un peu sur ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que déjà, il faut qu'on transforme, donc ça c'est en us, et après, est-ce que ça va se faire ? Après, on a une petite... Donc, pour le moment, je touche du bois, du gros bois. Je vais me faire ronder avec mes bracelets. Je pense j'espère que l'année sera belle. Après, il y a les JO. Nous, on n'est aujourd'hui pas du tout sur les JO. Du coup, moi, j'ai plutôt... Qu'est-ce que va être 2025, passer les JO, quand on aura bien dépensé tous ces budgets, qu'il va falloir resserrer un peu tout ça, surtout dans le contexte dans lequel on est. Bon, écoute, on verra. Moi, c'est jour après jour. C'est positif, mais à la fois, on tranquille. On va pas... Vous êtes prêts à affronter écoute, moi, je vais au taquet. On y va. Thierry m'appelle quand il veut, on est chaud. Pas de problème. On arrive un peu à la fin de notre échange. Donc, je pose toujours quelques petites questions un peu personnelles. L'événement, on le sent, hein, tu es quelqu'un de passionné par ce métier-là. Et ça n'empêche que parfois, c'est un métier très prenant, très épuisant aussi. Est-ce que tu as déjà réfléchi à changer de métier ? Et si oui, vers quoi tu irais ? Alors oui, souvent. Surtout avec 3 enfants, tu vois. Oui, j'y ai souvent pensé. Puis je pense qu'à un moment, de toute façon, il va falloir laisser la place et je vais commencer à être un peu cramée. De réfléchir, en fait, j'ai jamais vraiment pris le temps de réfléchir. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a 2 choses que j'aime avant tout. Déjà, c'est l'amour de la réception. Donc le beau, le bon, la découverte de l'autre, et puis l'amour des gens. Tu vois, aujourd'hui, surtout dans mon job actuel, c'est écouter, soutenir, transmettre, accompagner. Donc tout ça reste encore assez conceptuel. Il faut voir comment je merge les deux. Mais je pense qu'en tout cas, oui, puisque suite il y aura un moment, elle ne sera pas directement dans l'événementiel, je pense. En revanche, elle sera toujours proche du fait de recevoir et d'accompagner des gens. On s'éloigne jamais vraiment trop. Non, je crois pas. Au final. S'il y avait un événement que tu as déjà conçu mais pas réalisé ou que tu aimerais réaliser, quel serait-il ? C'est quoi ton événement rêvé ? Écoute, alors c'est marrant parce que c'est pareil, c'est une question qui est dure parce qu'il y a plein de trucs qu'on a envie de faire. Il y a un truc très personnel. Moi, je suis une grande fan de romans historiques. Donc, en passant par... Benzoni, Druon, Ferrand, Dumas, bien sûr. Et il y a un truc que j'aimerais bien faire, c'est retrouver un peu les grands divertissements de Versailles, faire un peu la nique à Louis XIV en 2024, 350 ans plus tard. Et je crois que c'est un lieu, moi je suis assez passionnée par je trouve que les lieux apportent tout de suite une enveloppe, un truc un peu fort. Et organiser une immense fête au château de Versailles, dans ce lieu de ouf, qui a des extérieurs, des intérieurs, des coins cachés. Mais version 2024. On ne fera pas comme Louis XIV, on n'ira pas faire des bêtises derrière les rideaux. Mais en tout cas, ou peut-être. Et voilà, je pense que ça, c'est un truc, un lieu pareil, travailler un lieu pareil, mais dans son entièreté, pour offrir un truc complètement fou, très grand public. Pour le coup, je ne le vois pas du tout sur un sujet. Ça, je pense que c'est un peu un rêve. Ouais, avoir la chance d'y travailler. Pourquoi pas un événement propriétaire ? Parce que c'est un peu la tendance actuelle dans les agences. Ouais, t'as raison. C'est peut-être un sujet à développer. Il faut qu'on remplisse un peu d'abord. Hein, on remplit un peu et après... oui. C'est des idées pour la suite, on se prend. T'as raison. Bon, en tout cas, merci beaucoup. Est-ce qu'on aura de te poser une question à toi ? Vas-y. Ah bah voilà. C'était pas préparé, ça. Mais vas-y. Je te prends pas. Mais non, parce qu'on parle des JO, on parle de toi, du BBD. Si Thierry t'appelle demain pour la cérémonie d'ouverture, tu fonces ? On en a déjà discuté. C'est vrai ? Je pense qu'aujourd'hui, j'aime ce que je fais et le côté partage et accompagnement, c'est quelque chose que je chéris vraiment aujourd'hui dans mon quotidien. Alors après, avoir une place, mais plus dans le côté terrain. C'est-à-dire pourquoi pas repartir vraiment dans la prod pure et dure, d'être sur le terrain. Ça, pourquoi pas ? Parce qu'effectivement, j'ai toujours ce petit côté où... c'est une fois. C'est quelque chose qui est hyper excitant. Donc, je leur laisse faire la conception. Voilà. Ils sont très, très bons à ça. Et c'est pas... je ne suis pas la meilleure pour la conception. Par contre, le terrain, l'excitation du moment,
Il n'y a pas de souci, ils peuvent m'appeler. Je pourrais trouver dans mon agenda, je pourrais bloquer. Je trouve un truc. Un juin, juillet, août, ça peut se faire. J'ai pas encore jamais. calé mes vacances. Oui, on n'est pas très loin. Moi, j'ai fait un petit pas de côté, mais je suis quand même, voilà, je reste dans cet univers et ça m'intéresse toujours autant de recevoir des gens dont c'est le métier au quotidien, de comprendre quelles sont les problématiques, et puis d'essayer de sentir un peu tout ça pour avoir une vision, pour avoir de l'accompagnement. C'est ce que j'essaye de faire à travers les formations aussi, c'est de se dire, quand je peux mettre le doigt sur quelque chose qui va devenir important, je sais qu'en agence et en direction de la com, on a beaucoup d'enjeux, il se passe beaucoup de choses, on n'a pas forcément le temps de prendre ce pas de côté, de se poser des questions, de se dire à quoi je dois m'acculturer, comment je dois avancer, comprendre ce sujet-là. Moi, j'essaye de bien le comprendre, de le mettre en forme et de le rendre diffusable et disponible. C'est ce que je fais dans mes contenus, dans ma news, dans le podcast, et puis globalement dans les formations, d'aider mes anciens confrères et consoeurs qui le sont toujours un petit peu dans ce que je fais. Donc voilà, je reste pareil, pas très loin. Pas très loin. Mais pas plus les mains dans le cambouis, mais exceptionnellement. Ça vraiment pour des événements, tu vois. Ça peut se faire. Ça peut se faire. Trop bien. Merci. On verra. Merci de m'avoir reçu en tout cas. Merci à toi de tous ces petits tips sur comment justement vous apporter de la créativité et cette impertinence qui vous caractérise. Merci à vous d'avoir suivi cet épisode. J'espère que ça vous a intéressé. Donc vous avez noté, on peut challenger le brief. Pourquoi pas le casser? Il ne faut pas hésiter à sortir du cadre pour repenser une stratégie, raccompagner et concevoir un événement qui soit le bon événement pour l'objectif qu'on nous a donné. J'espère que cet épisode vous a plu et on se retrouve très bientôt pour un prochain épisode de Life Stories.